Comédienne, écrivain, militante politique, Simone Signoret est décédée aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Nous évoquerons les différents aspects de sa carrière dans ce journal avec un invité, Claude Brasseur. À Beyrouth, pour la première fois, 4 diplomates soviétiques victimes d'un enlèvement qui n'a pas encore été revendiqué. Sommet des 7 grands pays industrialisés occidentaux, une proposition américaine avant le sommet Reagan-Gorbatchev de Genève. Journée nationale d'action le 24 octobre. La CGT fait le pari de mobiliser les salariés français. Madame, monsieur, bonsoir. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est le titre que Simone Signoret avait choisi pour écrire le livre de sa vie. Le chagrin et la tristesse de ses amis et au-delà de beaucoup de Français à l'annonce de sa mort sont eux, en revanche, bien réels. Simone Signoret est morte ce matin à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer. Elle fut à la fois une grande actrice de cinéma, de théâtre et de télévision. Depuis quelques années, un véritable écrivain et depuis longtemps, une militante politique. D'abord engagée aux côtés du Parti communiste, puis en lutte contre tous les pouvoirs totalitaires et les injustices. Elle était aussi et peut-être avant tout, pour elle, la compagne d'Yves Montand. C'est dans sa maison de campagne de l'Eure que Simone Signoret s'est éteinte ce matin à 7h30. Reportage de nos envoyés spéciaux Sylvie Marion et Yves Barbe. À Auteuil, dans l'Eure, la Maison des Jours Heureux est en deuil. Yves Montand est arrivé en fin d'après-midi, vraisemblablement dissimulé dans une voiture. Personne ne l'a vu entrer. Un peu plus tard, le fourgon mortuaire a pénétré la maison et l'intendant a fermé le portail, gardé par les gendarmes depuis ce matin. Toute la journée, la maison était calme, trop calme, très peu de visites. Nadine Trintignant, François Perrier, Patrice Chéreau, tous tristes, le visage fermé. Seul Georges Craven tenait à se rappeler les jours heureux. Pour moi, Simone, c'est quelqu'un que j'ai connu en 1938. J'étais à la terrasse du Flore et j'ai vu arriver une fille, j'étais pétrifié d'admiration, elle était extraordinaire, avec un béret, un trench coat. Je crois même que c'est de là qu'est partie la mode du béret et du trench coat pour les femmes, et elle était extraordinairement belle. C'est à Auteuil que Simone Signoret, depuis plus de 20 ans, venait se reposer entre 2 films. Progressivement, elle se mit à y vivre presque toute l'année. C'est ici qu'elle a écrit ses livres. Dans le village, tout le monde admirait et respectait Simone Signoret, qui, avec Yves Montand, avait ouvert sa piscine et ses cours de tennis aux enfants. C'est vrai qu'elle a construit une piscine pour les enfants? Oui, même des fois on y va. Ouais, moi je me suis baignée. Et elle est où cette piscine? Elle est dans le parc. Pas loin Dans le parc, ouais. Et alors tous les enfants du village avaient le droit d'y aller? Oui, je y allais. Est-ce que vous avez vu ces films? Ah oui, oui, j'en ai vu. Vous l'aimiez bien comme actrice? Oui, très. Comme actrice et puis autrement. C'était une femme charmante, très gentille. Ici à Auteuil, on ne craint qu'une chose, c'est qu'Yves Montand, en disant adieu à Simone demain au Père-Lachaise, ne dise aussi adieu définitivement à Auteuil, le village des jours heureux. 40 années de carrière ininterrompue. Simone Signoret venait de terminer une série pour la 3e chaîne de télévision française. C'était la preuve que son succès était resté constant auprès du public. Preuve également qu'elle n'a jamais négligé ni méprisé aucune forme de son art, car on l'a vu partout. Cinéma, théâtre, mais aussi télévision. 40 ans de carrière, c'est la preuve enfin qu'elle a consacré entièrement sa vie à son métier, jusqu'à sa dernière extrémité. France Roche. Quand je finis un film, je pleure, me dit-elle un jour. C'est comme quitter une famille. Mais Simone n'était pas comme les actrices qui ne vivent que sous les lumières, en tournant, et deviennent dépressives ou trop agitées entre 2 rôles. Ces familles des films étaient remplacées par une autre, les amies fidèles, avec lesquelles elle était à la fois élève et conseillère, maternelle et dépendante. Moi, j'ai pas beaucoup, j'ai 6 ou 7 regards de gens qui savent pas qu'ils me regardent. Et moi, pour moi, ils me regardent. Qui me regardent quand je fais des choses pas bien et qui me surveillent quand je hésite et qui me regardent en souriant quand je fais des choses bien. Parmi ses regards, ceux de sa fille Catherine Allégret et de son mari Yves Montand, mais aussi les regards de cette famille plus large, celle qui dans le monde appelle à l'aide et qu'elle écoutait, car Simone était la femme de toutes les croisades.
Qu'est-ce qui vous fait peur? La brutalité, la mauvaise foi, le fascisme sous toutes ses formes, le totalitarisme sous toutes ses formes, la police. Elle naquit, Simone Kaminker, à Wiesbaden en 1921, d'un père traducteur et d'une mère comme toutes les autres, élevée à Neuilly dans une école pour jeunes filles élégantes. Elle se retrouve à 19 ans dactylo dans un journal collaborateur grâce à une amie d'école. Elle en part très vite pour devenir figurante. Sa carrière part de la base. Dans Le Prince Charmant, regardez, elle a un peu plus de 20 ans. Non, monsieur Desvelots. Comment, elle n'est pas encore rentrée? Non, monsieur Desvelots. Bon, je vais l'attendre. Je crois que c'est elle. Moins de 10 ans plus tard, elle est, après Dédé d'Anvers ou Manège, dans Casque d'Or, une des stars françaises les plus demandées. Et elle sait choisir ses rôles. Au bout de 45 ans de carrière, elle a accumulé les prix de l'Oscar au César, de ceux de Londres à ceux de Cannes, sans en paraître émue plus d'un jour. Au lieu de se reposer sur ses lauriers, elle s'est mise sur le tard, humblement, à écrire en traduisant une pièce américaine. Le succès de ses mémoires l'amène à son premier roman, Adieu Volodia, qu'elle rédige à demi aveugle. Il a fallu qu'elle meure pour qu'on s'aperçoive qu'elle était une actrice comme on n'en avait jamais connue. Au lieu de dire « regardez-moi », cette pudique avait choisi de passionnément regarder les autres. Parmi tous ses amis, ce soir, avec nous en direct, Claude Brasseur, que l'on peut considérer d'une certaine façon, lui, comme un véritable membre de la famille Signoret. Claude Brasseur, en effet, je crois que Simone Signoret se trouvait sur votre berceau. Elle était l'amie intime de vos parents et s'est penchée sur votre berceau à sa naissance. Effectivement, c'est comme ça que j'ai connu Simone, qui était une amie intime de mes parents. Et il y a toujours eu entre Simone et Montand et moi une complicité un peu paternelle. Ils adoraient mon père et puis enfin je sais pas, j'ai eu l'impression ce matin en entendant cette nouvelle qu'on avait arraché un petit bout d'une photo souvenir. Je tiens avant tout à dire que ce soir je pense à Catherine et à Montand, et je dis Montand exprès parce que les intimes savent que dans l'intimité, Momone appelait son mari Montand. Et je crois que c'était chez elle une preuve d'humour et de respect. Claude, vous m'aviez dit tout à l'heure au téléphone, lorsque je vous ai contacté pour accepter notre invitation de ce soir, que Simone Signoret n'avait jamais renié aucun de ses engagements, qu'ils soient ceux du cinéma, du théâtre, de la télévision et même de la politique. Elle a toujours tenu parole. Elle n'a jamais méprisé aucune forme de l'art cinématographique et théâtral. Mais je trouve que c'est un exemple extraordinaire que cette femme, parce que cette femme qui a été une des plus grandes stars du monde, on faisait tout à l'heure allusion à l'Oscar d'Hollywood, est une des seules actrices françaises à ne jamais avoir négligé aucune des trois disciplines qui font notre métier, cinéma, théâtre et télévision. Et je trouve que, venant de sa part, ça devrait servir d'exemple à beaucoup de jeunes comédiens qui, justement, méprisent ces trois disciplines. Et je trouve qu'une fois de plus, Simone, dans ce domaine, a donné l'exemple. Vous avez été, une fois au moins, le partenaire de Simone Signoret. Quelle était-elle sur scène, sur les lieux de tournage? On dit c'est une grande actrice, mais sur les lieux de tournage, était-elle une grande actrice telle qu'on l'imagine? C'était une grande actrice quand elle jouait la comédie, comme tous les grands acteurs. Sur les lieux de tournage, c'était une femme passionnante. C'était une femme... D'ailleurs, avec elle, elle a joué ma mère dans Maupassant, et je dois dire que nos rapports, tous nos rapports passés nous ont aidés pour interpréter ce rôle. Mais dans la vie, entre deux prises, elle redevenait Simone Signoret avec sa façon de conter des histoires, sa façon d'évoquer des souvenirs. Et évidemment, quand elle évoquait les souvenirs concernant nos familles communes, ça m'était d'autant plus émouvant. Si vous aviez, Claude Brasseur, pour terminer, un trait de caractère principal à retenir de Simone Signoret, c'était quoi? C'était la générosité, la chaleur humaine, la gentillesse, l'engagement politique, le militantisme? Souvenez-vous du dernier gros plan qu'on vient de voir d'elle, je crois que c'est ce merveilleux regard qu'elle avait. Merci Claude.
Je le disais tout à l'heure en ouvrant ce journal, Simone Signoret était à la fois une actrice, un écrivain et parallèlement à cela, une militante politique très engagée. Dans un premier temps auprès du Parti communiste, puis ensuite après les révélations sur le régime stalinien et encore après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, elle était en lutte contre tous les régimes totalitaires et d'une manière générale contre toutes les injustices. Elle disait d'elle-même « Ma maison est devenue le bureau des objets trouvés de l'injustice ». Hervé Brusigny. Quelques photos, quelques dates, la vie d'une femme, la vie d'un couple. Ce jour-là, en 1921, tous les deux s'appliquaient comme des écoliers. 2 signatures pour consacrer leur mariage, mais c'est aussi les débuts d'une autre union, politique celle-là. Un engagement qui allait durer plus de 30 ans. D'abord aux côtés d'autres artistes comme Picasso, le couple est comme on dit compagnon de route du Parti communiste contre la guerre d'Algérie, contre toutes les guerres coloniales. 1956, les voici à Moscou. Crispés, mal à l'aise, les soviétiques viennent d'intervenir à Budapest. Signoret et Montand vont littéralement s'expliquer avec Nikita Khrouchtchev lors d'un souper mémorable. Ça n'était pas facile de venir chez vous en ce moment, lance Signoret, en début de repas. Et puis c'est la rupture, le déchirement. À présent aux côtés de Sartre, Signoret de toutes les manifestations, de toutes les pétitions, de tous les combats face au totalitarisme d'où qu'ils viennent, pour la liberté des Espagnols, des Afghans, des Vietnamiens, des Hongrois et des Tchèques comme ici. C'est l'aveu. En 1970, Signoret et Montand jouent le rôle des époux London. Qu'est-ce que ça signifie? Madame, nous avons l'ordre de perquisitionner. Perquisitionner? Moi, j'ai une ligne directe avec le comité central. Nous allons appeler le secrétaire général. Nous verrons bien ce qu'il a à en dire. Vous avez un mandat? Pas besoin de mandat. Signoret la comédienne rejoint Signoret la rebelle. Seul mot d'ordre revendiqué par cette femme, la vigilance. Cette acuité politique qui dénonce toute atteinte aux droits de l'homme en profitant de toutes les occasions. En fait, la raison profonde de cet engagement de toute une vie se trouve peut-être là, dans ses yeux. L'émotion y est tout entière et peu importe finalement de savoir de quoi parler ce jour-là. Madame Signoret. C'est effrayant, ce que j'ai vu hier soir, c'était effrayant. Des beaux sourires de ces beaux mômes qui se ressemblaient en plus, parce que c'est la même ethnie. Enfin, ils ont un peu de sang indien, je suppose. Ils étaient superbes. Et ils étaient très contents, les uns d'être soldats réguliers, les autres d'être guérilleros. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faudrait 2 heures pour dire des choses. Hein. Pour la première fois, à Beyrouth, aujourd'hui, ce ne sont pas des diplomates occidentaux ou arabes qui ont été enlevés, mais 4 membres importants de la représentation soviétique. Le 2e secrétaire de l'ambassade, les attachés commerciaux et culturels, ainsi que le médecin de la chancellerie. Pour l'instant, cet enlèvement n'a pas été revendiqué et Moscou n'a fait que confirmer la nouvelle. De Beyrouth, au téléphone, notre envoyé spécial, Patricia Coste. Ils ont été kidnappés 2 par 2, à quelques heures d'intervalle, en pleine ville. Leurs ravisseurs ont voulu frapper fort. L'ambassade d'URSS a réagi en conséquence. Tous ces diplomates présents à Beyrouth ont été rassemblés dans les locaux de la chancellerie pour éviter de nouveaux enlèvements. 2 explications peuvent être avancées. Ces kidnappings seraient en rapport avec l'assaut actuel contre Tripoli, assaut mené entre autres par le Parti communiste libanais, aidé par la Syrie proche de l'Union soviétique. 2e hypothèse, les intégristes musulmans ont voulu frapper ce qu'ils considèrent comme le 2e grand Satan après les Américains, soit les Russes. On se demande maintenant ici si la Syrie, qui peut beaucoup au Liban, ne va pas être amenée à intervenir une bonne fois pour toutes auprès des ravisseurs et pas seulement pour les 4 soviétiques. Les résultats définitifs des élections régionales en Nouvelle-Calédonie montrent, s'il en était besoin, l'ambiguïté et la complexité de la situation dans ce territoire. En effet, ce soir, les 2 camps peuvent se targuer d'une victoire, puisque les indépendantistes, avec 35,18% des suffrages, font leur entrée officielle dans la vie politique, avec le contrôle de 3 des 4 régions nouvellement créées. Et puis de l'autre côté, les anti-indépendantistes qui recueillent 60,84% des voix, mais le contrôle d'une seule région, celle de Nouméa, peuvent aussi affirmer qu'en cas d'autodétermination, le territoire aurait prouvé son attachement à la France. La situation est calme en Nouvelle-Calédonie au lendemain du vote. Et l'on attend maintenant donc de savoir exactement ce que recouvre ce nouvel échiquier politique. Quels seront exactement les pouvoirs et la volonté des uns et des autres, notamment des indépendantistes dans les régions qu'ils vont contrôler. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patricia Charnelet, à l'instant.
Voici le nouvel héros des indépendantistes, l'homme qui a battu Dick Ukéoué dans le centre. Léopold Jorédier a 37 ans. Marié, père de 6 enfants, il travaillait comme conducteur d'engin dans les mines de Thio avant d'entrer en politique il y a 8 ans. Responsable aujourd'hui de la sécurité dans son parti, il devrait être élu président de la région Centre, patrie des éleveurs et agriculteurs européens. Justement, sa priorité, c'est la question des terres. Nous pensons qu'il faut discuter. Il faut discuter, il faut négocier, il faut voir comment on peut répartir les terres par rapport aux besoins des gens. Les Kanaks n'ont jamais été propriétaires. La terre doit servir à nourrir les hommes. Celui qui en a besoin, on lui en donne de la terre. Donc vous pensez nationaliser l'ensemble des Pour terres? nous, les terres, c'est les terres de Kanaks. Bon, chez nous, on a toujours discuté. On discute, donc, bon, si on en détruit des maisons ou on en détruit des choses, c'est parce qu'on n'a pas discuté. Donc maintenant, on peut, chez nous, les Kanaks, quand on a fait quelque chose de mal par rapport à notre voisin, on fait un tabac, on fait ce qu'on appelle la coutume, on va lui dire, quand on a tort, qu'on s'excuse d'avoir fait ça, et puis que maintenant, on va reconstruire notre maison. Léopold Jorédier est le symbole des nouveaux leaders indépendantistes. Reste qu'ils sont très peu nombreux. Il reconnaît lui-même que le FLNKS manque de cadres et qu'il doit améliorer très vite la formation de ses futurs animateurs. Quels seront donc les pouvoirs et les volontés réelles de ces nouveaux conseillers régionaux? On est encore un peu dans le flou, car on attend parallèlement la sortie des ordonnances préparées par le ministre, M. Pisani, qui ce matin, sur Antenne 2, déclarait qu'elles avaient pour objet de changer la vie quotidienne des Calédoniens, notamment de ceux qui habitent en brousse, c'est-à-dire les propriétaires terriens. En attendant d'autres éclaircissements, les explications de Pascal Guigné. Un nouveau statut, nouvelle répartition des pouvoirs, 3 centres de décision, mais d'inégale importance. Les régions d'abord, le Congrès du territoire, enfin, le Haut-Commissaire de la République. 4 régions donc, dont 3 acquises aux partisans de l'indépendance. Chaque président de conseil dispose de pouvoirs étendus et d'une large autonomie. Il gère le budget régional, a la haute main sur l'enseignement primaire, négocie la carte scolaire et surtout la prise en compte des langues locales. Autre compétence, la redistribution des terres. Ce sont les conseillers de région qui régleront désormais les litiges entre broussards et tribus mélanésiennes, une prérogative cruciale qui pourrait créer des conflits avec les propriétaires caldoches. Le Congrès du territoire, lui, est à majorité anti-indépendantiste. Formé par la réunion des 4 conseils régionaux, il siège à Nouméa, fief du RPCR. L'Assemblée, dominée par les partisans de la Nouvelle-Calédonie française, représente le pouvoir législatif de l'île, mais un pouvoir délibératif plus apparent que réel. Enfin, un exécutif puissant, incarné par le Haut-Commissaire de la République. Il prépare, exécute les délibérations du Congrès et peut même surseoir à certaines de ses décisions. En outre, il a toute autorité sur les services publics de l'île. Représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, sorte de super-préfet d'avant la décentralisation, le haut-commissaire aura fort à faire. À lui notamment d'arbitrer entre les intérêts de Nouméa-la-Blanche et ceux des 3 régions gouvernées par le FLNKS. Et pour clore le sujet, ce soir, communiqué de M. Jacques Chirac, le président du RPR, qui n'est pas surpris de ces résultats. Il indique que 2 tiers des habitants se sont déclarés en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Et il ajoute, et c'est important, si l'opposition gagne en 1986, les élections législatives, eh bien il y aura tout de suite un scrutin d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, suivi d'un nouveau statut donnant une large autonomie au territoire. Et il conclut en déclarant « Les Calédoniens, venant de se prononcer comme ils l'ont fait, doivent savoir que la France ne les abandonnera pas ». Les syndicats de cheminots CGT, CFDT et autonomes ont déclenché une grève surprise dans les départements de l'Ain, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Mouvement largement suivi par les cheminots qui n'acceptent pas les décisions prises par la direction de la SNCF, les obligeant, après les accidents de l'été, à une révision générale de leurs connaissances. Dans ces régions, le trafic est sérieusement perturbé. La CGT vient de lancer un appel à une journée nationale d'action marquée par des grèves et des manifestations le 24 octobre prochain. Un mouvement de grande ampleur préconisé par ce syndicat qui, depuis l'été, essaie de faire monter la pression des revendications ouvrières. Le pourquoi de cette journée, Louis Vianney, numéro 2 de la CGT.
Dans tous les domaines, nous assistons à une accélération de la dégradation de la situation. Au niveau de l'emploi, j'insiste pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'à une situation déjà particulièrement alarmante, chaque jour amène son cortège de décisions de casse, de licenciements, de suppression d'emplois. Autrement dit, on va vers une situation encore plus dégradée. Nous proposons de faire de cette journée, pour toutes les catégories, une grande journée de lutte, avec beaucoup de grèves, avec des manifestations massives dans tout le pays, pour que la voix du mécontentement se transforme en exigence. Et nous considérons que beaucoup de choses peuvent être faites pour aller dans le sens de la réalisation d'une journée qui va compter. Alors on s'en rend bien compte en décidant cette journée. La CGT fait un pari sur la combativité des salariés français et de ses propres troupes. Gérard Morin. La CGT prend un risque. Elle sait que ses militants et ses adhérents sont moins nombreux. Elle sait que les salariés sont difficiles à mobiliser. Elle lance cependant une journée nationale d'action avec des grèves, car elle s'est engagée dans un processus pratiquement irréversible. Au début de l'année, c'était le coup de semonce. La grève générale était envisagée. Au printemps, rien ne venait. Pendant l'été, c'était les coups de poing et les coups de pub avec les opérations SKF, Renault et chantier naval à Dunkerque. À l'automne, c'est le coup de gong avant la dernière manche, celle qui précède le 42e congrès CGT et plus loin, les élections législatives. La CGT attaque de front le patronat mais aussi le gouvernement. Les socialistes du syndicat ont du mal à suivre cette marche. Le débat est vif, c'est pourquoi la centrale que dirigent Henri Krasuki et Louis Fianet se donne plus de 3 semaines pour préparer cette difficile mobilisation. À la veille du voyage de M. Gorbatchev en France, dans une interview au journal Le Figaro, le président Reagan déclare que le numéro 1 soviétique pourra ainsi tester l'unité du camp occidental. Et pour rassurer ses alliés, M. Reagan ajoute « Notre programme de défense spatiale ne remet pas en cause l'engagement des États-Unis auprès de ses partenaires européens. » Et les États-Unis proposent parallèlement une réunion des 7 grands pays occidentaux industrialisés avant la rencontre à Genève entre Ronald Reagan et Michael Gorbatchev. De Washington, notre correspondant Jacques Abouchard. On ne compte plus les débats et les déclarations officielles du côté américain sur le prochain sommet Reagan-Gorbatchev en novembre à Genève. La future rencontre des 2 super grands éclipse en partie, mais en partie seulement, l'arrivée à Paris du numéro 1 soviétique. Les responsables américains sont revenus à plusieurs reprises sur le fait que cette visite en France de M. Gorbatchev est une première pour le leader soviétique en Occident depuis son installation au Kremlin. Washington va donc suivre à la loupe le déroulement des entretiens de Paris avec une attention spéciale pour les commentaires qui porteront sur le projet américain de guerre des étoiles en raison des réticences de la France et de l'hostilité ouverte de l'URSS. Ronald Reagan ne perd jamais une occasion de louer la fermeté de François Mitterrand à l'égard de Moscou et d'insister sur la solidarité des Occidentaux face au monde communiste. Dans cet esprit, il aurait proposé, selon une source japonaise, un sommet extraordinaire des 7 principaux pays industriels, dont la France, avant sa rencontre avec Gorbatchev. Les 7 se réuniraient le 24 octobre à New York à l'occasion du 40e anniversaire des Nations Unies. Le président égyptien, M. Moubarak, était aujourd'hui en visite à Paris où il a rencontré le président de la République, M. François Mitterrand. L'essentiel de la discussion a porté sur les problèmes du Proche-Orient. Il y a espoir de paix en 86, selon le chef de l'État égyptien qui a donc rencontré ce midi M. François Mitterrand. Les positions s'assouplissent, c'est aussi le sentiment du président américain M. Reagan recevant le roi Hussein de Jordanie. Le souverain s'étant déclaré la semaine dernière aux Nations Unies prêt à négocier rapidement et directement avec Israël. Au Mexique, les recherches des disparus à peine terminées, la démolition des immeubles détruits dans la capitale à Mexico va commencer. La vie reprend aussi avec inévitablement son cortège d'injustice et de corruption, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Rachid Arabe et Gilles Deblard. Ces manifestants réclament que les représentants de 2 sociétés nationales de gestion d'immeubles viennent répondre devant l'Assemblée nationale à des questions sur le manque de solidité de certaines habitations de type HLM. Ici, à Mexico, on prétend qu'il y a beaucoup de sable et peu de béton dans les murs. La corruption commence au niveau de petits trafics, mais elle toucherait aussi des gens très importants. C'est en grande partie ainsi parce qu'il y a une réglementation pour toutes les constructions.
Mais comme vous le savez, nous vivons sous l'empire de la corruption, des pots de vin. Alors cette réglementation est violée très souvent. Nous ici, en ce moment, nous voulons mettre l'accent non pas sur la recherche des responsabilités, mais plutôt sur l'adoption de mesures urgentes pour résoudre les problèmes qui sont posés. Querelle politique peut-être, puisque ce député socialiste est un ancien candidat à la présidence de la République. Mais les rares architectes qui acceptent de parler expliquent aussi la mauvaise qualité de la construction par la spéculation immobilière, autre forme de corruption. Se traduit par le manque de contrôle du calcul même des structures. Et ensuite, elle se traduit aussi par une mauvaise qualité de la construction, où il n'y a pas vraiment une supervision de chantier. Il n'y a pas une supervision et de ce fait-là, les bâtiments sont construits un peu n'importe comment. Et ça c'est fait, c'est dû non seulement au privé mais aussi au gouvernement, au manque de contrôle qu'il y a sur les normes et les spécifications du bâtiment. Officiellement, on dit ici se battre sans arrêt contre la corruption. D'ailleurs, beaucoup d'immeubles qui se sont effondrés ont été construits par le gouvernement précédent. Les dirigeants actuels parlent à présent de revoir les réglementations en matière de construction. Les règlements en vigueur prennent en compte le fait que les bâtiments doivent avoir une résistance aux chocs latéraux. Mais ces normes sont basées sur nos expériences antérieures, normes que nous avons appliquées. Encore faudrait-il faire respecter une nouvelle réglementation. La précédente datait de 1977, 20 ans auparavant, le Mexique avait connu un autre tremblement de terre et déjà la loi avait été modifiée. Mais la corruption s'adapte visiblement à toutes les situations. En France, le temps de ce mois de septembre nous inciterait presque à repartir en vacances. En attendant, si vous faites partie des 1,5 million de caravaniers français, vous pouvez toujours aller rêver quelque part là-bas au salon de la caravane qui se tient jusqu'à dimanche prochain au Bourget, dans la banlieue parisienne, où sont présentées les toutes dernières tendances. Reportage de Jean-Pierre Métivet et Jean-Jacques Ledeuil. Cette année, la mode est soit au gigantisme, avec caravane à tiroir, livrable clé en main, habillage style campagnard, ou à l'inverse des caravanes cocon, style bonbonnière pour deux. Autre tendance du dernier salon, les dépliantes, s'épanouissant comme des fleurs, disent les brochures, ou encore encastrées dans la voiture, compromis entre caravane et camping-car, voire même simple remorque pour site-car, dépliable elle aussi. Un salon de rêve pour tous ceux qui deviennent fils du vent à l'époque des congés payés. Combien sont-ils? Impossible de le dire avec certitude. Peut-être 3 millions, dont certains aiment se retrouver chaque année au même emplacement, avec les mêmes voisins. Ils ont payé 40 000 francs pour ce rêve. Qu'est-ce que vous trouvez comme avantage à une caravane? D'aller un peu où on veut, quoi, puis disons d'aller dans des coins où on veut à une somme assez réduite, un budget réduit. Qu'une location, on ne pourrait pas. C'est une autre vie peut-être, une vie plus aérée, Même sous toutes ses formes. Même lorsque c'est dans des terrains spécialement conçus pour des caravanes. C'est mieux quand c'est dans des terrains spécialement conçus parce qu'on trouve tout le confort. Ah, pour le confort, il y a aussi les modèles haute couture, où il serait malséant d'emporter ses assiettes en carton. Un signe que le marché se porte bien, il y a 1 200 000 caravanes en France, n'en déplaise aux esprits chagrins. Les chiens aboient, la caravane passe. En sport, il nous faut commencer par une triste nouvelle, le décès du rugbyman de Béziers et international Pierre Lacan, qui a été victime hier d'un accident de la route. En tennis, après sa victoire au Grand Prix de Barcelone contre le Suédois Wilander, le Français Thierry Tulane a empoché 375 000 $, c'est pas mal, et remonté de la 47e à la 26e place du classement mondial des meilleurs joueurs, ce n'est pas mal non plus. Le premier loto sportif nouvelle formule a fait un heureux, un seul, qui a gagné 2 132 345 francs.
Il a trouvé les 16 bons résultats du championnat de France de football de première et de seconde division. Il faut dire que c'était un grand spécialiste puisque son nom, on vient de l'apprendre ce soir, c'est Dominique Colonna, ancien gardien de but de la grande équipe de Reims et de l'équipe de France. Quant au pronostic pour le prochain loto sportif, c'est tout de suite après le journal. Pour l'instant, on va prendre connaissance des prévisions météo. Alain Gillot-Pétré. Tiens, des nuages. Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. C'est pour ça que la pochette ce soir est grise. Remarquez, elle n'est pas grise seulement pour ça. Regardez l'anticyclone toujours au-dessus de nos têtes. Mais nos têtes, elles le voient partir vers l'est progressivement, ce qui fait que les vents commencent à s'orienter au sud-est avant de passer au sud. Donc les températures vont monter. Il y a ces nuages qui arrivent, mais au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils se désagrègent. Comme vous le voyez, tout ça n'est pas très organisé. Donc sur la carte de demain, vous ne trouverez sur la moitié ouest que de très belles éclaircies avec des passages nuageux peut-être plus abondants sur la Bretagne. Tandis que sur la moitié est, après dissipation des brouillards au nord-est et de la brume sur le golfe du Lion, eh bien comme aujourd'hui, ce sera du beau temps. Baromètre en baisse, thermomètre en hausse. On ne se refuse vraiment rien. Regardez, cela va de 22 à 28 degrés sur la moitié nord, 27 à Paris, et de 29 à 32 degrés sur la moitié sud, 32 à Perpignan, 32 à Marseille. Enfin, demain sera le mardi 1er octobre. On entame un autre mois. On verra bien ce qu'il sera. 3 minutes de soleil moins à Paris. Levé 6h51, couché 18h31. Bonne fête à toutes les terrestres et celles de Lisieux. Et il fera 28 degrés à Sainte-Maxime. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Tout d'abord, la mort, le décès des suites d'un cancer de l'actrice Simone Signoret, qui était âgée de 64 ans. Et puis à Beyrouth, pour la première fois, des diplomates soviétiques ont été enlevés. Personne n'a encore revendiqué l'enlèvement de ces 4 personnes. Le dernier journal, c'est tout à l'heure Bernard Pradino. Premier rendez-vous demain matin, Télématin, 6h45. Bonsoir, à demain, 20h.